Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Pour tout comprendre de la finance sans se perdre dans ses méandres, écoutez l'émission Néo Finance. Néo Finance vous explique de manière simple la finance et les enjeux financiers qui vous concernent. Retraite, patrimoine, placement, avec des mots à la portée de tous. Néo Finance sur Fréquence Méditerranée. La finance pour les nuls. Enfin non, pour les néophytes. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, vous êtes dans Néo Finance pour la DER de l'année avec celui qui m'accompagne régulièrement pour cette belle émission, le spécialiste de la finance, mon cher Fabien Bocard. Salut Fabien. Salut Jean-Luc, ça va ? Toujours très content de te retrouver avec ton expertise. Donc un spécialiste de la finance, je vous le disais. Fabien Bocard, patron du cabinet IPES Patrimoine, donc spécialisé dans la gestion de patrimoine, mais pas que, mon cher. Est-ce que tu peux nous faire un petit teaser, nous rappeler un petit peu toutes les fonctions et tout ce que propose IPES Patrimoine? Alors, IPES Patrimoine est un cabinet, donc on est situé à Menton et également à Beau-Soleil. On a, alors c'est pas une succursale, mais on a aussi une structure sur Dubaï. Donc on fait de l'ingénierie patrimoniale, c'est-à-dire le conseil juridique, financier, fiscal, immobilier aussi des fois, pour nos clients. Spécialisé dans tout ce qui est conseil financier. On fait tout ce qui est droit des affaires aussi sur certains points. On fait tout ce qui est droit civil, tout ce qui est donc droit du patrimoine. Création de société. Création de société, en effet. Tout ce qui est aussi la transmission, planification de la transmission, que ce soit le patrimoine professionnel ou le patrimoine privé. Et également, on fait aussi tout ce qui est courtage en assurance, donc assurance de placement, aussi, ou alors du financier, tout ce qui est bourse, etc. Pour tout ce qui est en fait qui touche le patrimoine privé et particulier. En fin de compte, tous les gens qui veulent gagner un petit peu d'argent, je veux dire qui ont de l'argent à placer, ils viennent chez toi. D'argent à investir, qui veulent optimiser le patrimoine et qui veulent le transmettre ou même commencer à le construire, en effet, de façon optimale. Alors une belle émission qui a démarré l'année dernière, en milieu d'année dernière, au mois de mars, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, qui continue cette saison avec beaucoup de sujets traités, beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, on arrive en fin d'année 2024. On aurait dû détailler l'actualité, la loi de finances qui devait arriver. Mais bon, vu l'actualité politique et de notre cher gouvernement qui fait que tomber... Voilà, on verra si ça va suivre encore. Donc très compliqué à détailler, à aborder ce thème. Compliqué non, mais disons qu'on est toujours dans l'incertitude et dans le flou. Donc on va essayer là ce soir je vais vous donner quand même 2-3 situations où on en est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les différentes lois, propositions fiscales qui sont en suspens et dont on a toujours une incertitude, mais qui ont des forts risques d'être votées plus tard. On va faire un petit tour par rapport là-dessus et en fin d'émission, je vous donnerai quelques actions à mettre en place avant Voilà, effectivement, on va aborder les actions à mettre en place avant la fin de l'année fiscalement, avec par exemple le rachat sur son contrat d'assurance vie, exploiter les non-values mobilières. Les moins-values. Les moins-values. Ah d'accord, mais tu me l'as mal écrit, c'est pour ça. Okay. J'écris très mal. Je suis désolé. Il y a une petite faute. Utiliser le plafond de déduction fiscale, fin des dispositifs fiscaux, d'accord, et modifier l'avance du crédit d'impôt. Voilà, c'est toutes des infos qu'on va vous donner ce soir pour ceux qui nous suivent jusqu'au bout. Bien sûr, Exactement. Une émission qui va s'arrêter aux alentours des moins 10, voilà, 50. On démarre tout de suite, mon cher Fabien, avec cette actualité fiscale et ce projet de loi de finances. Est-ce que tu peux nous 2025. en dire Alors, où on en est? La question, oui, effectivement. Où on en est. Donc, chaque année, le gouvernement, tout ce qui est donc Assemblée nationale et puis le Sénat, donc, vote le budget financier et social chaque année. Là, ça a été suspendu début du mois suite à la démission du gouvernement. Alors, dans ce budget, dans cette partie sociale, fiscale, sociale, qu'est-ce qu'ils y mettent dedans un petit peu? C'est le budget financier. Ça veut dire que si on ne vote pas cette loi de finances chaque année, 24, 23, 22, 22 chaque année, oui. l'État ne peut plus percevoir d'impôts.
Voilà, effectivement, c'est ça. En fait, quand la loi de finances, c'est ça. C'est en fait, ça détermine. C'est ce qui détermine toutes les... Le budget et les recettes. Voilà, toutes les possibilités de faire de recettes et toutes les possibilités de dépenses. Ouais, voilà, effectivement. Que fait le gouvernement. Donc, si on ne le vote pas, on ne peut pas demander aux Français de payer l'impôt, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus d'impôt à payer. Donc là, alors on serait bien content de ne plus payer l'impôt, bien sûr. Mais le seul problème, c'est qu'on ne pourrait plus rien financer derrière. Exactement. Il faut savoir que notre argent sert à quelque chose. Alors bien ou mal, mais il sert à quelque chose. Exactement. Donc justement, pour éviter cette situation, le gouvernement a déposé un projet de loi spécial. Donc ça s'appelle un projet de loi spécial qui permet au moins de la continuité de la perception des impôts. Donc c'est une loi qui dit voilà, on n'a rien voté cette année. On ne fait rien, on va juste continuer ce qu'on a fait l'année dernière. Donc en fait, on va prolonger de quelques mois ou d'un an la situation actuelle, donc la loi qui avait été votée, le budget qui a été voté l'année dernière. Alors j'avais pu voir, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, que ça avait été rejeté par le Conseil d'État au niveau du barème d'impôt, mais que ça a été validé là. Alors justement, tu vas peut-être en parler. Alors le projet de loi spécial n'a pas été validé, il a été validé pas plus tard que le 16, et normalement aujourd'hui le gouvernement doit le valider aujourd'hui. Donc je sais pas, je pense que c'est peut-être déjà fait à l'heure où on se parle. J'ai pas fait attention. C'est ce que j'ai vu passer. Bon, donc ça a été voté. Donc en fait, ce projet de loi permet juste de faire la continuité de l'impôt. Par contre, il ne peut pas créer de nouvel impôt. D'accord. Donc on va rester sur une base de 2024. C'est ça. Une base de 2023, pardon. On ne crée pas ce qu'on a déjà fait l'année dernière. On ne peut pas revaloriser le barème de l'impôt non plus, parce que le revaloriser, ça veut dire créer une nouvelle loi avec le nouveau barème. Chaque année, le barème est revalorisé, parce qu'avec l'inflation, etc., et l'augmentation. Donc là, on ne revalorise pas. Donc jusqu'à ce qu'on ait à déclarer les impôts en 2025, donc au mois d'avril-mai l'année prochaine, on reste au même barème. Également, on ne peut pas non plus proroger des dispositifs fiscaux qui sont arrivés à terme. Par exemple, cette année, enfin au 31 décembre 2024 qui va arriver ici, normalement le dispositif qui permet aux dirigeants d'entreprise qui vendent une société avec une plus-value inférieure à 500 000 € était exonéré. Là, c'est pas prorogé. Bon, on peut pas le proroger. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer effectivement avec ce fait que ce budget n'ait pas été voté. Alors, j'en profite pour dire aux auditeurs qui nous rejoignent, ceux qui sont en train de nous écouter sur le web, le DAB, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook, ce qui vous permettra de poser des questions sur le fil d'actualité. N'hésitez pas à poser des questions. Fabien est là pour y répondre. Voilà, donc si vous avez des questions fiscales à poser pour vous ou pour des amis, en général, quand on pose pour des amis, c'est pour soi. Donc n'hésitez pas à poser les questions parce qu'on va vous y répondre. On essaye de vous donner un maximum d'infos et de manière compréhensible. Compréhensible et simple. Donc ce projet de loi spéciale permet 3 choses. Donc continuer l'impôt. Il permet aussi de pouvoir valider les budgets, c'est-à-dire que la France peut continuer à emprunter pour financer ses besoins, mais également elle permet aussi d'autoriser tout ce qui est sécurité sociale, fonds de retraite, etc., à aussi financer pour combler leur trou de trésorerie. En fin de compte, on simplement donne l'autorisation de dépenser, de dépenser et de percevoir l'impôt qu'on avait créé l'année dernière. Alors on rappelle toujours que l'État ne fabrique pas d'argent, donc il ne dépense que ce qu'il perçoit. Exactement. Alors, ou ce qu'il emprunte. Ou ce qu'il emprunte, bien sûr, effectivement, puisqu'en fin de compte, on emprunte puisque ce qui est perçu n'est pas suffisant pour boucler un budget. Donc ça, c'est tout défini par une loi de finances, qui n'a pas été votée. Exactement, qui n'a pas pu être votée. Donc là, ce qui va se passer, cette loi de finances spéciale va passer, et ils vont se réunir une fois que le gouvernement sera enfin reconstitué. C'est en train de se passer là. Ils vont revoter, donc ce projet de loi de finances sera revoté dans l'année qui va venir. Normalement, si le projet de loi de finances est voté avant la fin des déclarations fiscales, c'est-à-dire que nous, les déclarations fiscales, ça se finit au début juin. S'il est voté avant début juin, ils pourront donc appliquer la nouvelle loi fiscale qu'ils vont nous faire en début d'année, là, quand il va arriver, et pourront être appliqués pour les revenus 2024. Mais si malheureusement ils ne s'entendent pas et que c'est voté après début juin, donc après la période fiscale, le barème de l'impôt ne sera pas réévalué sur l'inflation. Exactement. Ce qui fait que les gens, en général, sont augmentés dans une année, mais vont donc payer plus d'impôts. C'est ça la traduction. Exactement. Voilà. Pour ceux qui auraient été augmentés. Et également, ils ne pourront pas créer un nouvel impôt. Donc tout ce qu'on a vu ces derniers temps, pour ceux qui suivent le cabinet sur Instagram, je fais régulièrement des petites vidéos pour expliquer les différentes lois qui passent. On va en parler de quelques-unes là juste après. Et celles-ci ne seront pas votées, sauf si elles sont votées avant
avant la fin des périodes fiscales, de déclaration fiscale. Également, on saura aussi si c'est rétroactif ou pas. Donc, le date butoir, c'est juin. Voilà, on sait qu'on fait une déclaration fiscale en juin, sachant qu'on peut la modifier jusqu'en décembre. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est vraiment d'un point de vue législatif. Si le projet de loi de finances n'est pas voté avant la fin des périodes de déclaration fiscale, donc avant le début juin 2025, ils ne pourront pas appliquer leur nouvelle loi sur les revenus 24. Oui, mais j'ai bien compris. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, la date butoir pour nous, pour nos impôts, déclarer nos impôts, c'est début juin. C'est début juin. Après, on peut le recorriger à partir du mois de juin. Jusqu'au mois de décembre, je crois. C'est ça. Donc il y avait rappelez-vous, il y avait différentes lois qui avaient été votées. Donc une qui avait fait couler beaucoup d'encre, c'est la contribution différentielle aux revenus. Alors, traduis-nous, parce que vous allez voir, chers auditeurs, c'est un spécialiste. Donc, des fois, il vous parle de termes un petit peu durs à comprendre. Je ne les comprends pas moi-même et je lui pose des questions. Alors, en fait, la contribution différentielle pour les hauts revenus, c'est une nouvelle couche d'imposition pour les revenus importants. Donc, pour eux, important, c'est un célibataire qui gagne plus de 250 000 euros par an ou un couple qui gagne plus de 500 000 euros par an. Donc là, on est dans les hauts revenus. Aujourd'hui, il y avait déjà la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc, un contribuable célibataire qui gagne 250 000 euros par an, aujourd'hui, il avait son impôt sur le revenu et il payait en plus le CEHR, donc la contribution exceptionnelle aux revenus. Donc il payait jusqu'à 4% en plus qu'un Français classique. Sauf que là, il se dit, écoutez, pour ceux qui ont les hauts revenus, ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui gagnent 250 000 euros seules ou 500 000 euros au-delà payent au moins 20% d'impôt. D'accord, ça veut dire qu'on leur enlève 20%. Non, donc il faut qu'ils payent au moins 20% d'impôt. Donc si leur taux moyen d'imposition n'atteint pas 20%, cette CDHR va les faire monter à 20%. Exactement. C'est censé être une mesure transitoire. Voilà, au total, il faut qu'il soit à 20. Il soit minimum à 20%. Au-delà, tant pis pour eux. En dessous, on va remonter jusqu'à 20%. C'est une mesure qui est transitoire, d'après ce qu'il dit, jusqu'à 2031. En général, tout ce qu'on dit transitoire, ça reste. Hein. Voilà, c'est comme la CSG-CRDS, c'était transitoire, et ça fait 30 ans maintenant. En général, voilà. En fin de compte, un impôt, quand il est perçu, ils ont compris comme ça fonctionne, on le garde. Exactement. Donc, ça permet justement de rééquilibrer d'augmenter l'imposition des hauts revenus jusqu'à 20%. Donc, on va chercher les hauts revenus. Également, il voulait modifier l'IFI. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui permet, pour les contribuables qui ont un patrimoine immobilier de valorisation supérieure à 1,3 million, étaient assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI. Barème. Alors déjà, c'est marrant, donc sans faire de politique, mais c'était quand même des dispositions qui auraient dû plaire à la gauche. Alors l'IFI est déjà en place depuis 2020, c'est Macron qui l'a mis en place, mais là il voulait le modifier. L'augmenter. Alors pas l'augmenter, il voulait explique-nous, comme ça on comprend bien. Il voulait le passer il voulait le transformer en un impôt sur la fortune immobilière improductif. En gros, il voulait changer les biens qui étaient soumis à cette D'accord. imposition. Alors, est-ce que ça devenait un avantage pour les personnes qui les possédaient ou ça devenait un inconvénient? Alors, c'est ça, en fin de compte, qu'il faut comprendre. Ce qu'il voulait, c'était taxer les personnes qui avaient des produits de luxe, yachts, voitures de luxe, montres de luxe, bijoux de luxe. Ça représente 1% de la population. C'est ce qu'il voulait taxer. Il voulait taxer ces personnes-là, les gens qui ont des terrains non utilisés ou qui ont des bâtiments non utilisés. Donc, en fait, du patrimoine improductif. Et il sortait de l'assiette taxable les loueurs, les gens... Voilà, par exemple, tu as du terrain mais qui travaille, ou tu as des bâtiments que tu mets en location qui travaillent. Il sortait de l'imposition. Par contre, ils avaient augmenté le plafond, passé d'1,3 million à 2,5 millions. Donc, quelqu'un qui avait un yacht à 1,2 million, ce qui n'existe pas, ou très peu, ou est tout petit, ne serait pas assujetti à cette taxe-là. Donc, ce qui fait qu'ils transforment, en fait, ils font un cadeau, entre guillemets. Oui, en fin de compte, à l'arrivée, c'était un cadeau. Voilà, au début, on croyait qu'on allait taxer un petit peu plus les gens qui sont fortunés, mais c'était l'inverse. Ils vont taxer ils vont taxer aussi les comptes bancaires qui ne sont pas investis. Donc, ceux qui gardent de l'argent liquide important sur des comptes chèques, etc., qui ne travaillent pas. Des comptes courants, sur des comptes courants. Courants ou des comptes chèques, taxation directe. Donc, ça va obliger les Français à investir leur liquidité. C'était le but de cette transformation de l'IFI que
de mon point de vue, je trouve que c'est plutôt... C'est une bonne idée pour toi, qui est spécialiste. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça permet en fait de libérer ceux qui payent beaucoup l'IFI. C'est ceux qui souvent ont des appartements ou des immeubles et ils les mettent en location. Ils payent déjà la CGCRDS, ils payent l'impôt, ils payent taxes foncières, ils payent ceci. Il y a quand même un locataire, il y a le risque qu'ils ne payent pas. Bon, donc il y a quand même beaucoup de risques. Si en plus on leur rajoutait en plus par-dessus l'IFI, donc c'était quand même assez lourd. Là, toi qui es spécialiste, pour ça, explique-nous qu'en fin de compte, voilà, tu nous donnes ton ressenti. Exactement. Autre mesure aussi qui était importante et qui risque aussi de repasser, c'est le prélèvement forfaitaire unique à 30%, qu'on appelle aussi la flat tax. Alors là, justement, juste avant, on a favorisé les investisseurs et là, on va les défavoriser différemment. Là, on va taper sur l'épargne et sur les dirigeants d'entreprise. Le PFU, je rappelle, c'est une flat tax, qu'on appelle aussi, qui est à 30%, c'est 12,8% d'impôts et 17,2% de CSG-CRDS. Ce taux-là vient taxer donc toutes les plus-values mobilières, donc les plus-values d'actions, les plus-values de sociétés, mais également les plus-values de vente. Alors, ça veut dire que tous les gens qui plaçaient de l'argent dans des actions... Quand tu vends ton action, tu as une plus-value. Aujourd'hui, donc ça, c'est Macron qui l'a mis en place en 2018, avant son premier mandat. Comme un exemple, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais comme un exemple, quand on vend aujourd'hui un bien immobilier, si on a une plus-value, on est taxé. Oui, mais c'est pas cette plus-value. Non, mais je veux faire comprendre le raisonnement, comme c'est pas celle-ci, mais on est taxé sur ce qui est. Oui, sur la différence. Sur la différence, voilà, c'est ça. C'est cet exemple-là que je veux donner pour les auditeurs. Donc, cette taxe s'appliquait, on vendait une action totale, on avait acheté 10, on la vend 15, on était taxé à 30% sur 5. D'accord. Okay. J'ai une société, ma société, je la vends, j'avais acheté 100, je la vends 200, j'ai une plus-value de 30 sur 100. Un gros travail pour toi avec tous les portefeuilles que tu suis, je veux dire, à surveiller par rapport à tout ça. Mais également aussi, quand on est dirigeant, qu'on a une société et qu'on veut prendre du dividende. Je veux sortir un dividende, mon dividende est taxé à quoi ? À 30%. Voilà, c'était ce taux-là. Ils veulent le passer à 33%, l'augmenter de 10%, passer de 30 à 33%. Donc là, on vient taper où ? Par contre, on vient taper sur les dirigeants, donc qui veulent se distribuer du dividende, et sur les épargnants qui ont de l'épargne, qui ont bien investi leur épargne, mais aussi 30%, c'est aussi l'imposition pour les assurances vie aussi. Une fois que je récupère mon assurance vie, on est taxé sur 30% sur les intérêts. D'accord. Ça, c'est ce qu'ils voulaient faire passer. Ça, c'est déjà passé. Ils voulaient passer de 30 à 33%. D'accord. Donc, c'est ça qu'ils voudraient mettre en place. Donc, ça, pareil, on vient taper encore sur les dirigeants et sur les épargnants. Donc, on vient taper directement. Pas trop. Alors, dans cette loi de finances qui a été rejetée, qui n'a pas été votée puisque le gouvernement est tombé, a été censurée exactement, c'est une partie de toutes les clauses qui étaient à l'intérieur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourtant la gauche que la droite a censuré le gouvernement par rapport à un budget qui, nous, au départ, quand on dit un budget, effectivement, c'est une loi pour prélever de l'impôt et faire de la dépense. On ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Là, en fin de compte, tu es en train de nous donner une partie de ce qu'il y avait dedans. Significative, et ton ressenti par rapport si c'était effectivement bien ou pas bien, effectivement. Toi qui es un spécialiste, je rappelle. Hein. D'accord. Et donc ça, c'était les différents éléments qui étaient dans les différents amendements qui devaient passer dans la loi de finances, qui ont été rejetés parce que il n'y avait pas de majorité au gouvernement. Donc il y avait ceux qui étaient contre celle que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui étaient pour. Enfin, c'était un peu problématique. Autre loi aussi autre amendement qui était aussi proposé, c'était aussi de renforcer donc le droit interne pour tout ce qui est résidence fiscale internationale. Je m'explique, aujourd'hui, le cabinet, j'ai beaucoup de clients dans ce cas-là, parce que je suis un des rares cabinets sur la région à travailler avec les étrangers. Je peux très bien avoir un Espagnol qui a des biens en France, ou avoir un Français qui a des biens à l'étranger, et qui se dit, moi je vais aller me domicilier fiscalement dans un autre pays. Donc comment ça se passe aujourd'hui ? On a chaque pays a son droit interne. Chaque pays détermine... qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont les conditions pour être fiscalement imposé dans le pays où on réside ? Alors, on a un exemple, par exemple, courant en Europe, c'est l'Irlande, qui effectivement a des taux intéressants pour certains qui veulent aller investir en Irlande. C'est ça, donc elle a une imposition qui est beaucoup plus faible. Donc, on pourrait dire, tiens, moi, je vais aller mettre fiscalement en Irlande et être imposé uniquement là-bas. Donc, il faut regarder après où est-ce que je suis domicilié et que je puisse valider mon domicile fiscal dans le pays. Donc, le droit interne, on va regarder qu'est-ce que le pays dit par rapport à cette loi, comment le pays va vous déterminer comme étant résident fiscal dans ce pays-là. Et quand vous avez des biens dans un autre pays, il faut savoir où est-ce que je paye l'impôt. Est-ce que je paye l'impôt dans le pays A ou dans le pays B ?
Donc ça va dépendre vraiment d'où je suis domicilié fiscalement. Pour éviter les conflits, la France a signé avec différents pays dans le monde, alors j'ai plus le montant en termes, mais c'est une soixantaine de pays, des conventions fiscales. Une convention qui va dire, voilà, le pays, l'Espagne et la France, si moi, français, j'habite en France, mais j'ai un bien en Espagne, un bien immobilier, la convention dit que je paye l'impôt des loyers locatifs en Espagne. Et en France, je ne paye pas non plus. D'accord. Je ne suis pas doublement imposé. Je ne paye que dans le pays où le bien. La convention dans le pays où je possède le bien. C'est ça. Sur les pays où je n'ai pas de convention, le droit interne français dit quoi ? Dit que le Français résident fiscal en France doit payer de l'impôt sur tous ses revenus mondiaux. Tous. D'accord. Alors, un exemple, comme tu disais, tu possèdes un appartement en Espagne. En Espagne. Tu le loues. Je le loue. Donc, tu as des revenus. Oui. Tu payes tes impôts en Espagne. Alors, tu payes des impôts en Espagne et aussi, tu es censé les payer également en France, d'après le droit interne français. Dans le droit, mais là, s'il y a une convention... Il y a une convention qui va venir régulariser tout ça pour éviter d'avoir une double imposition. D'accord. Un pays qui n'est pas avec une convention, tu payes tes impôts par rapport à tes revenus à l'étranger, tu dois les déclarer en France. Donc là, c'était très intéressant parce qu'on avait donc le droit interne et des conventions. Et des fois, entre le droit interne et les conventions, et c'était arrivé le cas par exemple à l'époque où le Portugal accueillait les Français en retraite et les exonérait d'impôts. Donc il était très agréable d'aller vivre au Portugal et d'être résident fiscal au Portugal. Et la convention fiscale permettait donc de payer ses impôts au Portugal. Mais comme le Portugal t'exonérait d'impôts pendant 10 ans, tu étais bien content. Oui, voilà, effectivement. Donc pour éviter cet avantage-là, l'amendement qui avait été proposé, c'est qu'en fait, on aligne les conditions de domicile fiscal avec le droit interne de la France. Donc en fait, on ne regardera pas la convention pour déterminer le résidence fiscale, on regardera le droit interne français. Mais il aurait quand même payé ses impôts au Portugal. Alors non, si justement cet amendement repasse lors de la prochaine proposition, ça veut dire que ce cas-là, le Français aurait payé de l'impôt en France. D'accord. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on abuse du jeu, parce que je l'ai fait aussi. Du jeu des fiscalités de certains pays. Exactement, grâce aux conventions. Voilà, grâce aux conventions. Pour éviter que ça devienne de l'abus en fait, de droit. Oui, effectivement, tu vas placer ton argent dans les pays qui t'avantagent. Et puis, si la convention permet de pouvoir pas être imposée, donc tu peux bénéficier de... C'est certaines choses que tu conseilles tes clients, en fin de compte, au niveau de l'investissement, si j'ai bien compris. Peut-être. Voilà, peut-être. On ne va pas rentrer dans les détails. On vient te voir au cabinet si on va avoir plus d'infos. Voilà. Et autre... amendement phare aussi qui a fait coller beaucoup d'encre. On en a parlé ici il y a quelques semaines en arrière. Des émissions précédentes. Exactement. C'était la réintégration. C'était le LMNP, location meublée non professionnelle, où donc ils veulent réintégrer les amortissements pratiqués lors des déclarations LMNP lors de la vente des biens qui ont été exploités en location meublée non professionnelle. Donc on va rappeler un peu qu'est-ce que ça engendre. Alors là, on revient sur les locations meublées. Donc, c'était le Airbnb, on avait parlé. Le Airbnb et aussi les locations meublées longue durée. C'était pas l'émission précédente, c'était celle d'avant, je crois. Deux ou 3 mois, je ne sais plus. Effectivement. Je loue mon bien en location meublée non professionnelle. On donne des exemples pour que nos auditeurs comprennent. Voilà, donc effectivement. N'hésitez pas à poser des questions à Thomas, à tous ceux qui nous rejoignent, là, qui sont en train de regarder. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par rapport à vos biens personnels. Alors, on redonne un exemple. Alors, je loue en meublé mon bien, que ce soit Airbnb ou autre. J'ai devant moi pour faire la déclaration de mes revenus, pour être fiscalisé sur mes revenus locatifs meublés. J'ai deux choix. Soit je choisis le micro BIC, donc le micro, donc c'est-à-dire que j'ai un abattement, je vais déclarer mes recettes perçues dans l'année et automatiquement, le fisc va me faire un abattement automatique sans chercher à savoir ce qui fait que je vais être taxé que sur un pourcentage de ces recettes-là. Ou alors, je vais sur le réel, où là, je vais faire une comptabilité, ni plus ni moins, avec les recettes et toutes les charges qui ont été engagées pendant l'exercice, auquel va s'ajouter l'amortissement fiscal du bien en lui-même. Donc le bien a une valeur de 100 000 €. On va donc l'amortir pour déterminer que fiscalement, le bien dépérit dans le temps. Tous les biens comptablement, c'est le plan général comptable qui dit comme ça, que tout actif dans un bilan comptable dépérit. Voilà, quelque chose qui valait 100 000 € au départ, ça s'use, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et un bien immobilier, grosso modo, pour les calculs, on va dire que le plan comptable dit que c'est environ 30 ans. Donc on va l'amortir sur 30 ans. Donc on va déduire chaque année 1/30 du prix du bien. C'est une déduction qui est fiscale, c'est juste fictif. On ne décaisse pas en vrai. Donc si j'ai un bien à 300 000 €, ça veut dire que chaque année, je déduis 10 000 € de ma déclaration. Donc si j'ai toutes mes charges plus mes 10 000 €, je peux arriver peut-être à écraser totalement, voire même arriver à zéro en assiette taxable. Voilà.
Eh bien, ça, c'est intéressant. Mais là, et aujourd'hui, avant qu'il y ait cette proposition... Alors, dans cette proposition qui est tombée, en effet, là, ce qu'ils veulent revoir, c'est qu'au moment de la vente du bien, à aujourd'hui, moi, je revends mon bien, je prends le prix d'achat, le prix de vente, la différence, c'est la plus-value, et je paye ma plus-value. Voilà, avec différents dispositifs fiscaux qui permettent de moins payer. Plus on garde le bien, moins on paye de plus-value. D'accord. Ça, c'est ce qui se passe actuellement pour les ventes immobilières. Alors là, ils voulaient changer. Ils voulaient qu'on fasse le même principe, sauf qu'on va réintégrer tous les amortissements qui ont été pratiqués pendant la durée d'activité du bien en meublé. Donc, admettons, je reprends mon exemple de tout à l'heure, de mon bien qui valait 300 000 euros, que j'ai acheté 300 000 euros, je vais le garder pendant 10 ans en location meublée. Donc, pendant 10 ans, je vais déduire 10 000 euros tous les ans. 10 000 euros tous les ans. Et 10 ans plus tard, je le revends 350 000, mon bien. Donc, j'ai une plus-value de 50 000. Oui, mais sauf qu'il faudrait réintégrer les 10 000 euros. Les 100 000 euros que tu as gagnés pendant 10 ans. que tu as déduits d'impôts. Voilà. Et là, ils voudraient les réintégrer. Donc là, tu n'es plus à 50 000, tu es plus à 150 000. Voilà. Ouais, d'accord. Mais alors, ils réfléchissent quand même au gouvernement. Hein. Et ils ont des gens payés pour réfléchir. Hein. À part que pas tout le monde est d'accord avec. Donc disons que les investisseurs immobiliers ne le sont pas, ça c'est sûr. Mais quand on regarde de plus près... alors, toi, quel est l'œil du professionnel? C'est pas l'avis du professionnel. Alors, l'avis professionnel, c'est triste pour les clients. Si on est honnête dans toute comptabilité, dans tous les c'est logique. Comptable, c'est logique. Il n'y a pas d'illogisme. C'était un cadeau que permettait la loi jusqu'à présent. Donc réaligner ça, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que ça vient encore taper sur les investisseurs immobiliers qui sont déjà bien surchargés, qui n'ont pas forcément le propriétaire aujourd'hui en France. Ça ne vaut pas le coup d'être propriétaire parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on a la balance à se poser la question si c'est mieux d'être locataire ou propriétaire. Et on a l'impression. Alors, en France, on est quand même un pays où il y a le plus de propriétaires. Je crois qu'il y a plus de 60% de propriétaires en France. Mais en fin de compte, presque d'être locataire, de louer, c'est plus avantageux. De louer pour soi-même, tu veux dire ? Oui. Dans avantageux, un moment de ne pas avoir un bien. Oui, mais c'est ton bailleur, lui, et par contre, le fait de te louer à toi, lui, par contre, il paye un maximum de fiscalité. Donc, peut-être que lui aussi, il n'aura plus envie de te louer à ton appartement. Il n'aura plus envie Il dira, écoutez, moi, ou je le vends, ou j'arrête de louer. D'accord. Donc, on se prend la queue, quoi. Voilà, donc c'est bien de surtaxer, mais vu que l'immobilier est déjà bien taxé, cette réforme-là, vous pouvez l'éviter. Alors, elle est tombée. Alors, elle n'est pas tombée parce que. Alors, elle est tombée, elle n'est pas tombée. Elle a été, pour l'instant, elle a été rejetée. Effectivement, quand je dis elle est tombée, elle a été rejetée, effectivement. Elle sera reproposée. Certainement amendée. Exactement. Certainement d'une autre manière, avec certainement peut-être que ces dispositifs qui vont revenir avec le même risque que autant la gauche que la droite la rejettent encore. Exactement. Donc, c'est ce qui se profile en tout cas. Donc, on verra si tout ça passe avant le début du semestre prochain. Alors. Je ne sais pas si on est arrivé au bout de cette première partie. On est arrivé au bout de cette première partie. On va faire un petit break publicitaire avec un certain Fabien Bocard dans un rôle bien particulier. Vous allez voir, restez avec nous, regardez ce que vous allez voir parce que vous êtes en train de nous écouter sur le web, le DAB, les applications smartphone. Venez faire un petit tour sur le live Facebook puisque vous savez que sur la page Radio Fréquence Méditerranée, vous pouvez suivre l'émission en visio, en direct. On vous fait un petit peu de pub, on va faire un petit peu de pub pour Fabien Bocard, pour IPS Patrimoine, mais vous allez voir, vous n'avez pas l'habitude de voir des pubs comme ça. Moi, j'aime bien ça là. Allez, on regarde ça tout de suite, on se retrouve juste après pour vous parler de la suite de l'émission avec toutes les actions à mener avant la fin de l'année, là c'est dans pas longtemps. On regarde. Exactement. Je te dis qu'il suffit de savoir en parler, de choisir les bons mots. Attends, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, je n'ai jamais trouvé ton travail excitant. Alors, prouve-le. Ok. Optimisation fiscale. Gestion de portefeuille. Intérêts composés. Démembrement. Droit de mutation. Chirographe. Inaliénabilité. Tu vois, les bons mots. Excusez-moi, monsieur, vous auriez une carte de votre cabinet, s'il vous plaît? Vous avez l'air très efficace.
Voilà un petit peu de publicité pour IPES Patrimoine, donc qui vous présente cette émission tous les mois, voilà, donc au 3e mercredi du mois, avec mon cher Fabien Bocard, donc d'IPES Patrimoine. J'adore cette pub, pas mal mon cher. Tu as beaucoup de cordes à ton arc, mon cher, effectivement. Exactement. Je te verrais bien faire du cinéma. Pourquoi pas. Je verrais bien. En tout cas, écoutez, j'aimerais bien que quelqu'un un jour t'appelle en disant vous êtes un super acteur. N'hésitez pas, voilà, mettez vos commentaires. Alors tous ceux qui nous suivent, mettez les commentaires, n'hésitez pas à mettre sur ce que vous venez de voir, c'est bien sympa. Vous en découvrirez tout au long des émissions, on en a encore quelques-unes. Oui. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes, un peu moins d'une vingtaine de minutes pour vous présenter donc les actions à mener avant la fin de l'année, donc fiscalement, le rachat sur son contrat d'assurance vie, mon cher. Alors je vais te donner les différentes rubriques, je vais les rythmer. Alors le rachat. L'assurance vie, donc l'assurance vie a un avantage fiscal qui est au bout de 8 ans, au bout de la 8e année de détention. Donc pour toutes les personnes qui auraient souscrit un contrat d'assurance vie avant 2016, vous pouvez, pour cette année, retirer une partie de votre épargne en exonération fiscale. Exonération fiscale qui est plafonnée. Et je parle bien uniquement de l'impôt. Par contre, vous payerez quoi qu'il en soit la CGCRDS, ça, on n'a aucune exonération à ce niveau-là. Mais vous devez donc exonérer sur les plus-values réalisées par votre assurance vie sur l'année en cours, avec un plafond qui est de 4 600 € par personne ou 9 200 € en couple. Ça veut dire que si j'ai une... Donne toujours un exemple. Ouais. Si j'ai une assurance vie au-dessus, j'ai 100 000 €, j'ai 30 000 € d'intérêts qui sont en cours, eh bien, je peux racheter jusqu'à 4 600 € d'intérêt si je suis seul ou 9 200 € si je suis deux. Sachant que quand on rachète un contrat d'assurance vie, on rachète une partie de capital et une partie d'intérêt, un peu comme une tarte à la fraise. Quand je prends un morceau de tarte à la fraise, j'ai à la fois de la pâte et à la fois des fraises. Donc les fraises, c'est l'intérêt. Et la pâte, c'est le capital. Donc sur mes 130 000 €, dans mon exemple, je vais peut-être racheter 80 000 €. Il y aura donc... l'exemple n'est pas bon, mais... oui, 80 000 €, c'est bon. Donc, je cherche 80 000 €. Dans mes 80 000 €, il y aura une partie d'intérêt, une partie de capital. Ces intérêts, s'ils ne dépassent pas 9 200 € en étant en couple, je ne paierai pas d'impôt sur ces 9 200 €, sauf CGCRDS. Si ça dépasse. Donc, si ça dépasse, on sera intégré dans le barème de l'impôt. Donc, les actions à mener avant, par rapport donc ceux qui ont des contrats d'assurance vie ouverts avant 2016, avec des liquidités, il est peut-être temps de racheter un petit peu pour justement purger les plus-values et les récupérer en personnel pour justement constater les plus-values et ne pas payer l'impôt. D'accord, ok. Donc ça, c'est une info sur l'assurance vie. Oui. Exploiter les moins-values mobilières. Alors, ça veut dire quoi, mon cher ? Les moins-values mobilières. Donc, moins-value, c'est l'inverse de plus-value. C'est-à-dire que quand on perd, ça arrive qu'on perde. Mobilière, c'est quoi ? C'est tout ce qui est lié au... Donc, les valeurs mobilières, ce sont les actions, les obligations, les titres, les parts de société, tout ça. D'accord, on va donner un exemple. On a acheté 20 000 € d'actions chez Tartampion. Alors, chez Tartampion, voilà. malheureusement... Et l'action a perdu. L'action a perdu, voilà. Alors, elle a perdu 5 000 €. Donc, j'ai acheté 20, je récupère 15. On récupère son argent, il reste... Donc on a 5 000 € de perte. 5 000 € de perte. Quand vous voulez déclarer ces pertes, vous avez le droit de les conserver et de pouvoir les déduire dans les 10 prochaines années qui suivent. Donc, admettons qu'aujourd'hui, vous ayez en 2014, donc il y a 10 ans, on est en 2024, en 2014, vous ayez fait un petit peu d'investissement en bourse et que vous ayez perdu en bourse et vous avez déclaré cette moins-value, eh bien, si aujourd'hui vous avez en 2024 des autres actions qui, elles, ont fait du gain, regardez la moins-value que vous avez en stock pour vendre certaines actions aujourd'hui qui sont plus-value pour neutraliser la plus-value grâce à votre moins-value. Parce qu'on peut neutraliser sa plus-value avec sa moins-value antérieure. D'accord, voilà. Ok. Donc, on prend un exemple. Alors, on reprend ton exemple que tu avais tout à l'heure. En 2014, j'ai investi 20 000 € sur des actions Tartampion les Épines, qui m'a fait donc une moins-value à 5 000 €. Je l'ai déclarée. Elle a été enregistrée comme étant une moins-value à déduire ultérieurement avec des futures plus-values. Cette année, j'ai acheté, pas Tartampion, mais Tartampion... une autre société. Voilà. Là, j'ai fait plus 7 000 € de plus-value. Et si je vends mes titres, 7 000 moins 5 000, je paierai de l'impôt que sur les 2 000 €. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on peut... Voilà. On raisonne sur la totalité du portefeuille. Sur une dizaine d'années, tout à fait. D'accord, sur une dizaine d'années. Donc, il faut, en effet, s'il y a des moins-values qui sont encore en stock, en reportable, il faut penser à les valider en vendant quelques titres pour justement récupérer sa plus-value et ne pas payer d'impôt. Alors, je rappelle aussi que tous ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui n'ont pas de patrimoine, en tout cas qui n'ont rien à investir, mais ceux qui
qui ont un autre cabinet peut-être, venez faire un petit tour chez cabinet IPES Patrimoine, ou alors venir te voir pour avoir des conseils effectivement sur tout ce qu'on est en train de dire ce soir. On développe Exactement. pas tout, hein, mais en tout cas on donne déjà des conseils que tu pourras toi développer en cabinet, bien sûr. Tout à fait. Alors, avant la fin de l'année aussi, utiliser son plafond de déduction fiscale. Alors le plafond, alors ça c'est le plafond pour l'épargne retraite. Donc la loi qui est passée qui a été votée en 2019, la loi Pacte a remplacé le PERP. Donc, je pense que tout le monde le connaît, le PERP, ça avait été mis en place par Fillon en 2004, le plan épargne retraite populaire, qui a été transformé en PERP, en PER, il y a maintenant, juste un peu avant le Covid, donc il y a 6 ans. On permet donc de pouvoir verser sur ce contrat une épargne pour épargner pour la retraite, et en contrepartie, on a une réduction de son assiette taxable à l'impôt d'un certain montant. D'accord. C'est ce plafond PER, donc c'est ce plafond dont je parle ici. C'est-à-dire que chaque contribuable peut verser sur un PER chaque année 10% en plafond, 10% de ses revenus, et ces revenus sont alors exonérés, ces 10% sont alors déduits du plafond du revenu imposable. Je reprends un exemple, je gagne 30 000 euros par an. Je peux donc verser jusqu'à, l'exemple n'est pas bon, je gagne 50 000 euros par an parce qu'il y a un plancher et un plafond. Le plancher, c'est un 10% du PASS, sachant que le PASS aujourd'hui est à 45 000 et quelques. Alors, c'est quoi le PASS ? Le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est un plafond qui est déterminé par la sécurité sociale et qui vient conditionner beaucoup de calculs sur vos droits, etc. Donc, c'est un chiffre qui est très important. Mais en grosso modo, chaque Français peut au moins verser sur un PER chaque année 4 500 euros. À aujourd'hui, c'est revalorisé chaque année. Ces plafonds-là, s'ils ne sont pas utilisés, ils sont reportables pendant 3 ans. Donc, 2024, 23, 22, 21. En gros, aujourd'hui, j'ai 4 plafonds que je peux utiliser. Ce plafond PER de 2021, si vous ne l'utilisez pas cette année, il est perdu. Donc, il faut penser à utiliser votre plafond cette année. Donc, si les personnes n'ont pas de plan épargne retraite aujourd'hui en place, il reste encore 15 jours, 3 semaines. Même pas, on est le 18, il reste 21 jours. Donc dépêchez-vous de vous rapprocher. Alors traduction, si j'ai bien compris, tu as de l'argent à placer, tu le mets sur un plan d'épargne retraite jusqu'à ta retraite. Jusqu'à 4 500 euros. Et jusqu'à 4 500 euros, ces 4 500 euros viennent se déduire de ton imposition. De ton imposition. Voilà. Tu économises un petit peu d'impôt. Alors si par exemple, je prends l'exemple, quelqu'un a 2 000 euros d'impôt par an. Alors, si quelqu'un a 2 000 euros d'impôt par an... Il place 4 500 euros sur le truc, il ne paye pas d'impôt du tout. Non, parce que ces 4 500 euros, c'est déduit non pas de l'impôt que tu payes, mais des revenus que tu déclares. D'accord. Donc, si je déclare 50 000 euros et que j'ai versé 4 500, je vais déclarer... Mais c'est déjà pour des gens qui gagnent 50 000 euros. Non, c'est l'exemple que je donne ici. D'accord, mais je veux dire, si quelqu'un gagne 30 000 euros par an... 30 000 euros par an, il verse ses 4 500 euros, ça peut être plus, parce que le minimum, c'est 4 500. Il retombe sur un barème, donc il retombe sur un barème de 26 000 euros, comme s'il gagnait 26 000 euros. Voilà, d'accord, c'est ça, effectivement. S'il a une TMI à 30%, donc un taux d'imposition à 30%, 4 500 euros fois 30%, ça vous fait gagner 1 350 euros d'impôt. D'accord, ok. Ah, oui. Donc là, il s'est payé 2 000 euros d'impôt, il ne paye plus que 700 euros. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on donne les exemples. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc pensez c'est important. À purger votre plafond PER. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher soit du cabinet, soit de votre conseil habituel pour ouvrir un PER avant la fin de l'année et pouvoir verser ça avant la fin de l'année. Alors on peut ouvrir un PER en posant beaucoup moins d'argent. Là, oui, on peut ouvrir à partir tu as donné une somme. Aujourd'hui sur les Qu'est-ce que tu conseilles? Moi je conseille en fonction de la situation de la personne et qu'est-ce qui correspond le mieux. Mais les minimums sont 1 000 euros en général. D'accord. Ok, donc ça, ces 1 000 euros, tu peux les déduire sur de ton imposition. De ton imposition. De ton assiette taxable. De ton assiette taxable, effectivement. Donc, on arrive à le dernier conseil, modifier l'avance du crédit d'impôt. Alors, on sait que chaque année, vous pouvez percevoir des crédits d'impôt sur différentes sources. Ça peut être par exemple si vous avez une nounou, si vous avez un jardinier, quand vous le payez, vous avez un crédit d'impôt qui est égal à un certain montant. Ça peut aussi être autre chose. Et ces crédits d'impôt, rappelez-vous, je pense que vous le savez tous, vous en avez tous rendu compte, au mois de janvier-février, le gouvernement vous fait une avance de 60% de ce crédit d'impôt. Donc admettons, chaque année, j'ai une femme de ménage. Et je la paye environ 5 000 euros par an. D'accord. Voilà. J'ai un crédit d'impôt de 50% à aujourd'hui, donc 2 500 euros. Okay, donc l'année prochaine, le gouvernement, le fisc va vous faire une avance de ce crédit d'impôt justement pour de 2 500 euros pour compenser le prélèvement à la source. Donc 60% de 1 500 euros, ça fait 1 500 euros. Maintenant, si cette année, malheureusement, je l'ai viré. Alors attends.
Ils te donnent, donc tu disais 50%. 60% d'avance, oui. 60% sur les 50%. Alors, Je n'ai pas compris, parce que tu donnais l'exemple d'une femme de ménage qui coûte 5 000 euros. Qui coûte 5 000 euros. Voilà. Vous aurez un crédit d'impôt de 2 500 euros, un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, voilà. D'accord, donc vous déclarez votre femme de ménage à 5 000 euros et vous aurez donc un crédit d'impôt de 2 500 euros. L'État va te verser donc 2 500 euros. Voilà, c'est ça. D'avance. De crédit d'impôt. Voilà, qui vont être déduits de tes impôts réels. Voilà. Et l'année suivante, ils disent, voilà, comme vous avez payé l'année dernière 5 000 euros une femme de ménage, on pense que cette année, vous ferez pareil. Donc, on va vous verser en début d'année. Plutôt que de vous payer ces 2 500 euros en fin d'année, on vous fait une avance de 60% en début d'année. D'accord. Voilà. Sauf que toi, si l'année suivante... Si tu n'as plus la femme de ménage, ils vont donc te verser 60%, ce qui est sympa. Hein, mais que tu vas devoir le rendre. Au mois de septembre. Voilà. Donc pour s'éviter un sortie, parce qu'on sait tous que quand l'argent rentre, on a tendance à le dépenser. On le dépense, voilà. Et puis quand on nous le réclame, on l'a plus. Et on n'est pas content. Exactement. Donc là, on peut aller sur son accès impôt.gouv, on peut aller dans la rubrique prélèvement à la source et modifier mon avance. Et là, vous pouvez modifier l'avance en disant, voilà, j'ai pas réellement... Ou ne pas la vouloir du tout. Ou ne pas la vouloir du tout, exactement. Pour vous éviter. Le mieux, en fin de compte, c'est de ne pas toucher l'avance et de le toucher après, presque. Soit on le modifie sur l'accès impôt.gouv, on peut le faire avant le 12 décembre. Donc c'est un peu trop tard passé. Maintenant, c'est passé. Mais si vous le percevez, soit vous le mettez de côté parce qu'on va vous le redemander plus tard. Mais ça, c'est compliqué. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Mais alors, il faut savoir qu'on vous le redemandera en fin d'année. D'accord. Mais le mieux, en fin de compte, c'est déjà, à la rigueur, le plus simple, c'est de ne pas le percevoir avant. Tout à fait. Pour la plupart des gens. En tout cas, moi, personnellement, je ne le percevrai pas avant. Je ne chercherai pas à le percevoir. Je bloquerai, j'attendrai. Je préfère toujours qu'on me donne après plutôt qu'on me reprenne. Exactement. Voilà, donc, effectivement. Bon, on a fait le tour, mon cher. Pour ce soir, on a fait le tour. Pour ce soir, on a fait le tour. Dernière émission de l'année. Effectivement, on est bientôt en 2025. On est plein de bonnes choses, en tout cas, à tous nos auditeurs. On vous a parlé, pour ceux qui nous ont rejoints en fin d'émission, je vois des gens qui nous rejoignent en fin d'émission, on vous invite à réécouter l'émission en replay, bien sûr, avec une émission spéciale, donc cette émission de fin d'année. On vous a un petit peu parlé actualité fiscale avec ce qui s'est passé avec cette loi de finances qui n'a pas été votée puisque le gouvernement est à censurer, avec ce qu'il y avait un petit peu dedans, qui était bien et moins bien, en tout cas pour ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui en ont moins. On vous a un petit peu donné beaucoup de détails, ce qui pourrait se passer si ces amendements, en tout cas ces projets de loi étaient votés. Oui. Et puis on a détaillé un petit peu des actions à mener fiscalement avant la fin de l'année. Tu sais sur quoi on va travailler Non, pas encore. Non, pas encore. Déjà, on va faire un petit break, un bon break de bonnes 2 semaines de repos. En tout cas, nous, toi, on va bien manger. Et nous, on va bien profiter, effectivement. Et puis on verra en janvier le thème qu'on va aborder. On verra ça, on fera une petite diffusion 15 jours avant. Voilà, et en tout cas, on essaye toujours d'aborder des sujets fiscaux le plus simplement possible, même si sincèrement, c'est pas toujours simple. Hein. Parfois, j'ai du mal à suivre. Disons qu'il faut varier entre des exemples et puis les cas concrets. Donc, Ok, mon cher Fabien. Écoute, je te souhaite une bonne fin de fin d'année. Ouais, des bonnes fêtes, effectivement, à tous nos auditeurs aussi. Une nouvelle émission qui va démarrer dans quelques instants. On aura un invité ce soir, Madame Najwa Ursé, directrice du CCS de Roquebrune. Voilà, qui sera notre invitée. On va terminer sur une de tes publicités. Voilà, j'en ai mis encore une. Ah oui, écoutez, parce qu'apparemment tout le monde. C'est Noël. C'est Noël et puis surtout tout le monde a bien aimé. Alors regardez bien, on se quitte là-dessus, puis juste après ça sera le retour de la musique. On vous dit bye bye à tous et surtout on vous souhaite de bonnes fêtes. Bonne fête. Voilà. À bientôt. Tu vois, c'est celle-là, là-bas à droite. C'est là où se trouve le cabinet. Grâce à ta célébrité, tu as acquis un beau patrimoine. Et il n'y a que là-bas que tu trouveras les professionnels compétents pour te conseiller. Mais non, R2, c'est Solo qui nous y conduira avec le Millennium. C'est hyper rapide. Et puis, vu tes exigences, c'est l'unique destination possible. La planète Hypeus.